Voilà, chers compatriotes congolaises, congolais, Banamboka, merci na fidélité na bino. Vous en avez la chaîne na bino, la conseil na bino, partout où vous nous suivez. Là, nous parlons des compatriotes qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, qui sont en Europe en général, en Afrique du Sud, partout. Merci beaucoup pour vos conseils. Alors, c'est vrai, ça fait un bon moment. Je ne vous ai pas fait le direct. Vous connaissez bien ce qui se passe dans notre pays. Donc, tous nous sommes censés mettre de l'énergie, attirer l'attention pour suivre de près ce qui se passe. Donc, notamment là, je fais allusion à l'accord de paix entre notre pays, la RDC et le Rwanda. Voilà. Mais aujourd'hui, en tout cas, je ne vais pas vous parler de la politique, je sais pas, qu'il y a autour de cet accord. Je voudrais aujourd'hui qu'on réfléchisse ensemble, qu'on s'interpelle ensemble ici. Cette fois-ci, je vais parler de l'avenir de notre pays à ce qui concerne l'agriculture. Parce que vous êtes ça, ignorer que l'agriculture, d'après les études, c'est le seul domaine au monde qui procure plus de travail à l'homme et qui procure même de la liberté financière, de la liberté humaine, ce que l'homme a besoin pour sa survie. Alors, mais maintenant, à ce qui concerne notre pays, qu'est-ce que notre pays fait pour notamment produire aussi, pour notamment surcharger, surplomber nos marchés avec nos produits bio, nos produits agricoles Madé-Congo. Nous sommes toujours esclaves jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, le pays a 65 ans d'indépendance. Mais apparemment, ce secteur semble être ignoré. C'est pour cela que nous voulons ici ensemble qu'on puisse réfléchir ensemble. Qu'on puisse y réfléchir. Moi, étant que du domaine, je sais que parmi vous, il y a aussi ceux qui sont de ces domaines, qui ont fait ces domaines. Et nous allons au moins réfléchir ensemble. Donc, notamment, interpeller la classe politique congolaise, c'est-à-dire ceux qui gèrent le pays et ceux de l'opposition, y compris la jeunesse congolaise qui incarne l'avenir de notre pays. Mes chers compatriotes, nous sommes ici sans oublier que notre pays a plusieurs sols arables, donc les sols cultivables, les sols riches, les sols vraiment favorables à l'agriculture. Mais qu'en faisons-nous? Qu'est-ce que nous faisons de ça? Qu'est-ce que les politiques nous proposent? Aujourd'hui, vous allez voir que la classe politique congolaise est plongée depuis plusieurs années dans l'exploitation minière de nos ressources minières. Vous connaissez bien, et d'ailleurs
C'est même la cause même principale de la guerre d'agression ici qu'on nous inflige. Mais mes chers compatriotes, nous sommes aussi sans ignorer que nos ressources naturelles, ce sont des ressources épuisables. Et d'ailleurs, si vous allez même en faisant même les recherches sur le net, on vous dira que d'ici horizon 2060, 2050, 2060, on ne parlera plus de Kolwezi, capitale, je sais moi, minière. Alors, déjà, si vous comparez d'autres pays du monde qui ont aussi des ressources épuisables, notamment dans les domaines du pétrole, le monde arabe par exemple, le Qatar et les autres, vous verrez que ils ont des projets après pétrole, pardon. Donc, vous voyez, donc, et déjà ils pensent après l'épuisement du pétrole, l'économie de leur pays, comment elle sera gérée. Sera basée maintenant sur quoi? Parce que le pétrole étant ressource épuisable. Et dans ces pays, vous allez voir que ils ont des grands projets, sur l'agriculture. Ils se sont lancés dans des grands projets sur l'agriculture. Ils ont transformé le désert en sol agricole. Et nous, qu'est-ce que la classe politique congolaise nous propose? Qu'est-ce que l'homme congolais propose? Qu'est-ce que la jeunesse congolaise qui incarne l'avenir de ce pays propose? Si pas les distractions, si pas les frustrations, non, celui-ci, je n'étais pas dans l'accord, alors cet accord-là ne passera pas. Oh non, moi, comme il faut le dialogue, parce que pour accéder au pouvoir, ceci, c'est là. Donc ici, en tout cas, chers compatriotes, pensez, réfléchissez. Je prends un exemple, et d'ailleurs vous allez voir, nous allons vous lancer ça. L'Égypte. Vous savez que l'Égypte a un problème de l'eau. Suite au désert, il n'a que le fleuve Nil. Et le fleuve Nil là, il le partage avec l'Éthiopie. L'Éthiopie même a érigé même un barrage hydroélectrique. Mais allez-y en Égypte, vous allez voir que l'Égypte a lancé un grand projet dénommé Nouveau Delta. Dans lequel l'Égypte est en train de transformer, je dis bien de transformer le désert en sol agricole. Des étendues de millions de superficie. Alors qu'ils ont un problème d'eau. Alors que nous avons suffisamment de l'eau. Notre bassin du Congo a suffisamment de l'eau. Pourquoi ne pas aussi nous étions ici, le Covid-19 nous a avertis. La guerre russo-ukrainienne nous a avertis. Alors, comment nous ne pouvons pas saisir au moins ces interpellations? Nous étions ici, nous avons vu pendant la Covid-19 le flambé des prix de ces céréales-là, le blé, sur le marché. Alors que nous avons des terres arables, mais s'il vous plaît,
Donc, chers compatriotes, pensons, s'il vous plaît, à investir, pensons déjà à proposer des projets, des politiques agricoles pré-minérés. Parce que les minéraux, les scientifiques, c'est comme quoi, les nuages, hein? Les nuages qui annoncent au moins la précipitation. Ceux qui sont connectés, ceux qui suivent au moins les informations météorologiques, ils savent comment se préparer. Comment se préparer. Alors, ne faisons pas les sourds-oreilles à cette situation. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous plongés dans les minéraux, même notre économie. Les minéraux financent notre économie, soutiennent notre économie à plus de 75%. Vous voyez? Donc vous voyez déjà que si aujourd'hui nos minéraux s'épuisent, le pays aura des difficultés énormes. Alors que nous avons des sols où, pour nous, scientifiques, nos sols agricoles, les sols congolais agricoles n'ont jamais été exploités. C'est-à-dire l'agriculture, les activités agricoles en général. Sur le plan même de la production végétale, c'est non exploité. C'est non exploité. Nous avons des étendues vides, sans bêtes, sans fermiers. Donc vous voyez, en tout cas, chers compatriotes, pensons déjà, après nos ressources naturelles qui vont s'épuiser d'ailleurs à l'horizon 2060. On ne parlera plus de Lualaba, capitale de cuivre ou quoi. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que cette fois-ci, nous allons nous lancer. Parce que la science, c'est l'homme blanc ne fait que réfléchir, science. Et c'est dans la science, c'est dans la réflexion, dans la recherche qu'il y a des solutions. C'est la science qui propose des solutions, en fait, pour un État, pour l'avenir d'un État. Donc voilà un peu. En tout cas, merci beaucoup. Je vous laisse suivre ce que nos frères africains et égyptiens font pour leur désert. Alors que eux, c'est un désert. Voilà comment ils transforment le sable, de volume de sable en sol agricole. Alors que nous avons nos sols. Il n'a pas de problème de sécheresse, justement, de sécheresse. Donc, vraiment, chers compatriotes, réfléchissons. Il est temps vraiment de réfléchir. Ne nous laissons pas être distraits par les minéraux. Ce sont des ressources épuisables. Là, j'insiste. Parce qu'il y a des Congolais, ceux qui pensent que oh non, eza biloko bakoko batikela biso, eza biloko nzambe abotaka ngo mboko eza béni. S'il vous plaît. Tous les États du monde sont bénis par Dieu. Par Dieu le Père. Nous avons que le monde a qu'un seul Dieu. Donc ne pensez pas que ceux qui sont dans le désert, ils ne sont pas bénis. Non, non. Et voilà ceux qui sont dans le désert, qui transforment leur désert en sol agricole. Et vous, soi-disant bénis, vous avez les sols agricoles, ceci, cela, vous ne faites rien. Les sols arables, vous ne faites rien. Face à ceux-là, qui sont bénis. Donc, en général, chers Congolais, chers compatriotes, merci beaucoup pour votre soutien. Abonnez-vous. Surtout partagez, likez, partagez le lien de l'émission.
Le plaisir est de nous revoir très prochainement. Merci beaucoup. L'Égypte concentre environ 95% de sa population sur une étroite bande fertile le long du Nil, avec des densités dépassant 5000 habitants par kilomètre carré, soit 20 fois la moyenne nationale. En dehors de ce ruban vert, le pays est dominé par un désert vaste et inhospitalier, pratiquement impossible à habiter. Les projections annoncent une croissance démographique de 60 millions de personnes d'ici 2050, ce qui accentuera encore la pression sur les terres cultivables et la production alimentaire. Pour faire face à cette menace, l'Égypte a lancé un projet ambitieux, la construction d'une rivière artificielle de plus de 100 km de long pour traverser le Sahara et transformer le désert en un véritable corridor agricole et habitable. C'est l'une des initiatives les plus audacieuses de l'époque moderne, conçue pour redistribuer la population, étendre les surfaces cultivables et réduire la dépendance extrême vis-à-vis du Nil. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment était née cette proposition monumentale, les technologies et stratégies prévues pour la rendre possible, ainsi que les impacts économiques et sociaux qui pourraient remodeler l'avenir de l'Égypte. L'idée du projet Nouveau Delta n'est pas née par hasard ou d'un plan improvisé sans fondement technique. Ses origines remontent aux années 90, lorsque le géologue égyptien Farouk El-Baz, professeur à l'université de Boston, s'est mis à étudier en profondeur la géographie et les ressources hydriques cachées du désert égyptien. Grâce à des images satellites et des technologies spatiales avancées, El-Baz a cartographié la région à la recherche d'anciennes formations géologiques, identifiant d'anciens lits de rivières et de vastes aquifères souterrains restés quasiment inexploités. Ces découvertes ont bouleversé la perception du potentiel du Sahara égyptien. Loin d'être une simple étendue stérile et inhabitable, le désert recelait des réserves d'eau capables de soutenir la vie et l'agriculture, à condition de pouvoir les exploiter et les distribuer efficacement. La proposition initiale d'El-Baz visait à utiliser ces ressources souterraines pour transformer le désert en terres agricoles productives. Cette vision a pris de l'ampleur face à la menace imminente d'une grave crise démographique. La densité de population le long du Nil était déjà extrêmement élevée, avec des zones atteignant des niveaux critiques et intenables. La bande fertile n'avait plus la capacité de supporter l'augmentation prévue de 60 millions d'habitants d'ici 2050. Le risque était clair. Sans étendre les surfaces cultivables, le pays ne pourrait pas nourrir sa population ni garantir des conditions de vie acceptables. Après la révolution égyptienne de 2011, l'instabilité politique a ouvert la voie à de nouvelles idées et à des projets nationaux visant à rassembler et inspirer la population. Le gouvernement provisoire a vu dans le plan d'El-Baz une opportunité de lancer un programme emblématique qui servirait non seulement de solution pratique à la crise à venir, mais aussi de symbole d'espoir et de développement. La jeunesse égyptienne, avide de changement, s'est appropriée cette idée avec enthousiasme. Le projet a ainsi été rebaptisé Nouveau Delta et érigé en priorité nationale stratégique. Le contexte de pénurie d'eau a aussi été un facteur décisif pour justifier un plan d'une telle ambition. Bien que le Nil fournisse environ 53 milliards de mètres cubes d'eau par an à l'Égypte, ce volume était insuffisant pour répondre à la demande croissante. Le déficit hydrique s'aggravait d'année en année, rendant urgente la recherche de solutions structurelles. En outre, la construction du grand barrage de la Renaissance en Éthiopie est devenue une menace directe pour le débit du Nil vers l'Égypte, suscitant des tensions diplomatiques et des craintes quant à une réduction drastique du volume d'eau disponible pour l'irrigation, la consommation humaine et la production d'électricité. La crise climatique mondiale a encore aggravé la situation. Sécheresse prolongée, inondations imprévisibles, processus de désertification accéléré et élévation du niveau de la mer menaçaient pensa des zones vitales du delta du Nil, risquant de rendre inexploitable une part importante des terres les plus fertiles du pays. Des organisations environnementales ont même alerté sur le risque réel de pénurie catastrophique d'ici 2030 si aucune mesure n'était prise pour diversifier les sources d'eau et optimiser leur utilisation. Face à ce contexte, l'idée de créer une rivière artificielle alimentée par des aquifères souterrains associés à la réutilisation des eaux usées et à de nouvelles techniques de gestion de l'eau est apparue comme une réponse innovante et audacieuse à un défi inédit.
La structure du projet Nouveau Delta a été pensée pour être à la fois monumentale et fonctionnelle, traduisant l'ambition de transformer une vaste région désertique en un corridor agricole productif et habitable. L'élément central de ce plan est la rivière artificielle, considérée comme la plus grande au monde dans sa catégorie, avec une longueur totale de 113 km. 57 km en surface et 22 km de conduite souterraine conçue pour franchir le relief irrégulier du Sahara et garantir un flux d'eau constant et sécurisé. Le coût estimé pour réaliser cette œuvre gigantesque dépasse 5 milliards de dollars, un montant qui couvre la construction de canaux, de tunnels, de stations de pompage, de systèmes de traitement de l'eau et d'infrastructures d'irrigation de dernière génération. Ces chiffres traduisent non seulement l'ampleur physique du chantier, mais aussi le niveau de complexité technologique nécessaire pour relever les défis posés par les conditions extrêmes du désert. Pour assurer l'approvisionnement en eau, le projet adopte une approche innovante et multifonctionnelle. L'eau sera captée dans des aquifères souterrains préalablement cartographiés, garantissant une exploitation durable de ces réserves naturelles cachées. De plus, des eaux usées agricoles traitées seront réutilisées, transformant un passif environnemental en ressource précieuse. La station d'Al-Hammam, par exemple, a été conçue comme la plus grande installation de traitement des eaux usées au monde, capable de purifier d'énormes volumes d'eau qui seront ensuite réinjectés dans l'irrigation et l'alimentation en eau des nouvelles zones cultivées. Le réseau hydraulique a été divisé en canaux aux objectifs bien précis. Le premier canal, long de 42 km, pourra transporter environ 10 millions de mètres cubes d'eau par jour, permettant d'irriguer près de 600 000 acres. Le deuxième canal, encore plus long avec 170 km, a été conçu pour irriguer 800 000 acres supplémentaires. Quant au troisième canal, avec ses 12 km, il permettra d'étendre la couverture d'irrigation sur 74 000 acres de plus. Cette répartition stratégique garantit un approvisionnement efficace des différentes zones, assurant une distribution équilibrée de l'eau tout au long du parcours. L'objectif agricole du projet est tout aussi impressionnant: développer environ 10 000 km² de nouvelles terres cultivables, soit une superficie équivalente à celle de certains pays européens. Ces nouvelles zones seront dédiées à la culture stratégique de produits essentiels tels que le blé, le maïs, le riz et d'autres denrées de base pour assurer la sécurité alimentaire de l'Égypte, réduire la dépendance aux importations et renforcer l'autonomie productive du pays. Un autre aspect clé du plan est le recours à l'énergie solaire pour alimenter les stations de pompage et les installations de traitement. Avec plus de 300 jours d'ensoleillement par an, le désert offre une source d'énergie propre, abondante et fiable, faisant de cette solution un choix non seulement logique mais également durable et en phase avec les objectifs mondiaux de réduction des émissions. Ainsi, le projet Nouveau Delta allie ingénierie de pointe, innovation technologique et planification environnementale pour rendre possible l'idée de transformer le Sahara égyptien en terre fertile et productive. L'impact économique, social et logistique du projet Nouveau Delta est profond et structurant. Il traduit la volonté de l'Égypte de résoudre non seulement sa crise hydrique et agricole, mais aussi des défis historiques liés à la sécurité alimentaire, au chômage et à la planification urbaine. L'un des plus grands problèmes du pays est sa très forte dépendance aux importations de denrées de base. L'Égypte est le premier importateur mondial de blé, achetant environ 11 millions de tonnes par an. Avant le conflit entre la Russie et l'Ukraine en 2022, 80% de cet approvisionnement provenait de ces deux pays. La guerre, en interrompant les routes commerciales et en faisant flamber les prix, a mis en lumière la vulnérabilité du pays, poussant le gouvernement à admettre la nécessité de renforcer sa production interne. Dans ce contexte, le projet Nouveau Delta est perçu comme un moyen de réduire drastiquement cette dépendance et de protéger le pays des chocs extérieurs. En transformant 10 000 km² de désert en terres cultivables et grâce à un système sophistiqué d'irrigation et de réutilisation des eaux usées, le plan jette les bases pour augmenter significativement la production de blé, de maïs, de riz et d'autres aliments essentiels. L'objectif est d'assurer un approvisionnement intérieur stable, de réduire l'exposition aux fluctuations du marché international et d'améliorer la balance commerciale en limitant le recours aux devises pour financer les importations. Au-delà de l'impact direct sur l'agriculture, le projet possède un immense potentiel de création d'emplois. On estime qu'il pourrait générer plus de 5 millions de postes directs et indirects au cours de son développement et de son exploitation.
Cela constitue une réponse majeure à l'un des plus grands défis sociaux du pays, le chômage structurel, particulièrement chez les jeunes. Environ 50 et 1% de la population égyptienne a moins de 25 ans, formant un immense vivier en quête d'opportunités. Le chômage chez les diplômés universitaires est jusqu'à 10 fois plus élevé que chez les personnes ayant un niveau d'éducation basique, engendrant frustration sociale et instabilité politique. Pour le gouvernement, le projet Nouveau Delta est un moyen d'absorber cette main-d'œuvre jeune en offrant des perspectives concrètes dans l'agriculture, le BTP, le transport, l'industrie agroalimentaire et les services. Le plan ne se limite pas à l'agriculture. Il prévoit aussi la construction de nouvelles villes et de zones industrielles proches des zones irriguées. Cette stratégie vise à désengorger les régions surpeuplées le long du Nil, notamment au Caire, où la densité au centre dépasse 17 000 habitants par kilomètre carré. La création de nouvelles villes et de zones industrielles intégrées au projet permettra de redessiner le tissu urbain de manière plus équilibrée et planifiée, en répartissant mieux les ressources et la population. L'idée est d'offrir logements, emplois et services dans des zones jusqu'ici considérées comme inhospitalières afin de réduire la pression sur des infrastructures urbaines déjà fragiles. La logistique joue également un rôle clé dans la réussite du projet. Les nouvelles zones irriguées sont situées à proximité de ports et d'aéroports stratégiques, garantissant un acheminement efficace de la production vers les marchés nationaux et internationaux. L'amélioration des infrastructures de transport, avec la construction de nouvelles routes, de voies de ferrée et de centres logistiques, permettra d'intégrer ces zones productives au reste du pays, de renforcer les chaînes d'approvisionnement et d'accroître la compétitivité des produits égyptiens sur le marché mondial. C'est un autre exemple saisissant de la manière dont les méga-projets peuvent redéfinir l'avenir de nations entières et inspirer des solutions audacieuses à des enjeux mondiaux. Pour